Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici notre sommaire. L'un des fruits les plus cultivés dans le monde est le raisin. Il en existe des variétés bien locales. C'est notre aliment de la semaine. Ensuite, on dressera ensemble le portrait du bon chef. Grand, petit, brun, blond, ce n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Notre femme inspirante de cette semaine a le profil du bon chef. À tout juste 35 ans, elle est la toute jeune DIRCOM de Banque El Maghreb. Sarah Belkacmi est avec nous. Et pour finir, quand on est un bon chef, on n'est pas supposé compter ses heures, non ? En fait, ça c'est juste pour vous embêter. Non, en fait, vous êtes nombreux à faire des journées continues au boulot. Alors, comment déjeuner équilibré lorsqu'on ne rentre pas chez soi ? C'est notre sommaire d'aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Je retrouve mes invités. À tout de suite. Merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour différents sujets. Le bon chef, vous savez qui il est, Hanan Oubidar ? On essaie en tout cas de comprendre de quoi il doit avoir l'air. Voilà, on va le trouver dans un petit moment. On l'a bien dit, c'est pas le blond, le brun, le petit ou le grand, ni la blonde, la brune, la petite ou la grande, parce qu'il y a aussi le chef au féminin, mais c'est d'autres aspects beaucoup plus relationnels. Absolument, on va en parler. Vous êtes coach en entreprise. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Sarah Belkacmi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Marhaba. Merci beaucoup. Vous êtes notre femme aspirante de cette semaine et vous êtes la toute jeune directrice communication de Banque El Maghreb, une institution justement, et vous incarnez ce renouveau et cette jeunesse. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez nous raconter votre parcours et comment à cet âge, aussi jeune que vous êtes arrivé à ce prestigieux poste. Donc, vous nous raconterez tout ça dans un petit moment. Et à côté de vous, alors justement, Sarah, vous faites journée continue au boulot en général ? Généralement, oui. Généralement, oui. Donc, vous mangez sur place. Exact. Eh bien, ça, c'est le cas de beaucoup de personnes et on ne sait pas justement comment avoir un repas équilibré lorsqu'on ne rentre pas chez soi, lorsqu'on n'est pas dans sa cuisine. Jeanne Andy, vous êtes nutritionniste et vous avez la solution pour nous orienter. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout plaisir est pour moi. Alors, on l'a annoncé tout à l'heure, l'un des fruits les plus cultivés dans le monde, c'est le raisin. C'est notre aliment de la semaine et on commence par ces petites infos. On regarde tout de suite. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la star des fruits. Qu'il soit blanc, vert, noir ou encore sec, le raisin est le deuxième fruit le plus cultivé du monde. Il est le fruit de la vigne, plante grimpante qui pousse dans tous les continents de la planète. À son actif, de nombreux atouts. Il contient un cocktail explosif de vitamines qui agissent comme des antioxydants qui vont ralentir le vieillissement de la peau et protéger des effets néfastes du soleil. Ils permettent également de renforcer notre ami le squelette. Le raisin est excellent pour le bon fonctionnement des reins, du foie et des intestins car il ne contient ni sodium ni cholestérol. Il est donc idéal de l'inclure quotidiennement dans notre alimentation. Le raisin affiche une forte teneur en fibres qui va assurer une bonne élimination des déchets grâce à ses propriétés diurétiques. Quant à sa valeur nutritionnelle, elle ne contient aucune matière grasse. Enfin, il ne faut pas oublier que le raisin est un petit délice sucré, énergétique, idéal pour les collations imprévues et pour une recharge en énergie immédiate. À déguster un par un, le raisin va vous rendre complètement zinzin. Alors, ça rime bien quand même. Ouais. Vous en pensez quoi, ça rend zinzin? On pose la question à la nutritionniste. Alors, ça rend zinzin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui n'a pas été mentionné, c'est qu'il faut faire attention à l'apport en sucre. C'est quand même un fruit qui reste assez sucré, à consommer, certes, mais avec modération. D'accord, donc pas tous les jours? Tous les jours, oui, mais c'est une histoire de quantité, de portions. Ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à manger un demi-kilo de raisin sans s'attendre à avoir des conséquences à côté, surtout pour les diabétiques. Voilà, donc c'est du sucre, oui, c'est du bon sucre, oui, mais ça reste du sucre. Ça reste du même sucre. Si c'est du fructose. Effectivement. Donc pour les personnes qui sont malades, comme les diabétiques, merci de le souligner. Pas que ça, même pour les personnes normales, il ne faut pas manger, peu importe l'aliment, peu importe les bienfaits que ça peut avoir au niveau de la santé, il ne faut jamais abuser des aliments en général. Alors Sarah, le raisin, vous aimez ? Un peu. Pas beaucoup. Non, c'est pas mon fruit préféré. Hanan?
Les petits raisins verts, j'adore. C'est vrai? Sans pépins. Sans pépins, ouais, ça exact. c'est vrai. Ça, c'est quand on est paresseux. Voilà, Mais on dit un que les peu. pépins aussi sont bons pour la santé. Excellent, C'est bon pour effectivement. la C'est là où il y a santé. la plus grande concentration d'antioxydants, c'est au niveau des pépins. Et il faut les croquer? Il faut pour que ce soit bien digéré, oui, Oui. normalement. Il faut les croquer, mais ça se colle entre les dents, c'est pas très agréable. Il faut avoir une bonne dentition. Dentition aussi, voilà. Bon, ça c'est décrypté, c'est dit pour le raisin. Là, on va parler boulot. À tout de suite. Hanan Obeidal, merci d'être là. Merci à Alors, avec vous, justement, qui est le bon chef? Est-ce qu'on connaît, on va dire, l'ADN du bon chef? On va en parler avec vous dans un petit moment, juste avant. Pardon, on regarde le témoignage de différentes personnes qui vont nous permettre justement de nous faire une idée d'introduire le sujet. On regarde. Un bon chef, selon moi, c'est quelqu'un qui a avant tout du sang-froid. C'est quelqu'un qui va faire participer son équipe à tous les projets, qui va les challenger au quotidien, mais dans la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est du management participatif et qui va savoir aussi, parfois, être autoritaire, mais dans la bienveillance. Pas dans l'autorité et le jugement, dans l'autorité et l'action. Ça veut dire on va pointer du doigt ce qui ne va pas, mais on va le faire ensemble. Et je vais t'encourager, toi qui travailles avec moi, à trouver une solution par toi-même. Et je vais te montrer comment le faire. Donc mon équipe, elle avance avec moi. Et j'avance avec mon équipe. C'est pas le manager en haut, puis les autres collègues en bas. C'est ensemble, au même niveau. Pour moi, c'est ça un bon chef. Un bon manager, c'est un bon chef. Celui qui donne envie de bosser avec lui. Pour être un bon chef, il faut être, tout d'abord, il faut qu'il soit calé. Calé, je veux dire instruit, qui a plein de connaissances et qui soit aussi compréhensif. Qu'est-ce qu'un bon chef? D'abord, le vocable chef, je l'aime bien, même parce qu'il est un peu démodé, mais je pense qu'on peut parler d'un bon chef quand c'est quelqu'un de crédible. C'est très important qu'un chef soit crédible. Et un bon chef, c'est quelqu'un qui écoute d'une manière beaucoup plus globale que de l'écoute normale par l'oreille, c'est-à-dire anticiper les difficultés, comprendre l'environnement dans lequel il est, comprendre comment il doit interagir avec ses collaborateurs et surtout de temps en temps se mettre à leur place. Un bon chef, il sait dire oui comme il sait dire non et au bon moment. Un bon chef, c'est quelqu'un qui valorise les compétences et le potentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour utiliser les gens. Il est là pour faire en sorte à ce que ces gens-là puissent s'exprimer au mieux pour produire les résultats et atteindre les objectifs de l'organisation. Je vais peut-être être en contradiction avec beaucoup de mes collègues parce que dans les années 90, on disait ouais, un manager doit être froid, structuré, organisé, rationnel. Oui, mais sans chaleur humaine. C'est pas pour moi un bon chef. En résumé, si vous me demandez qu'est-ce qu'un bon chef, c'est d'abord un chef qui n'a ni couleur, ni genre, ni âge. C'est quelqu'un d'abord qui doit me donner envie de travailler, qui doit me donner envie de travailler avec lui et qui doit me donner, ou elle, ou qui doit me donner envie de travailler avec tout le monde. Voilà. Alors, retour au plateau et cette question du bon chef, je ne sais pas si vous vous êtes fait une idée à travers ces différents témoignages, mais de la même manière qu'on dit qu'il n'existe pas d'homme parfait, de femme parfaite, est-ce qu'il y a un chef parfait, Hanan Obeidal? En fait, la perfection, après, on tend vers la perfection, mais la perfection en tant que telle n'existe pas. Donc, quand on parle d'un bon chef, c'est qu'il doit avoir quand même certains aspects dans son comportement, dans ses attitudes, qui vont nous donner envie de travailler avec lui et qu'on ait cette impression qu'on avance avec lui. Donc, si on veut un peu résumer, pour moi, en tout cas, et pour beaucoup d'experts, un bon chef, au fait, il doit avoir au moins 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est la compétence. Un bon chef, c'est celui d'abord qui est compétent et qui est capable de m'apprendre et de me faire évoluer par rapport au travail que je fais et qui peut m'apporter un plus par rapport à mon quotidien. Cette notion en fait d'exemplarité aussi. Si un bon chef, par exemple, demande à ses équipes d'être là à l'heure, si lui, il est tout le temps en retard, voilà, tout de suite on voit... L'image, elle rétrécit. C'est ça. Voilà. Deuxième élément, c'est ce côté un peu humain, relationnel. Un bon chef, c'est aussi celui qui est en contact direct avec ses équipes, qui est capable de les écouter,
qui est capable de les conseiller, qui est capable de comprendre quand ça va mal, quand il y a une difficulté, et aussi d'apporter des solutions qui soient tangibles ou d'amener les gens à trouver des solutions. Ça veut dire qu'ils ne se positionnent pas en tant que je suis le savant, et puis les autres, ils sont là pour exécuter. C'est qu'on travaille ensemble. Si je peux donner des conseils et vous aider à avancer, bah, tant mieux. Sinon, on peut toujours se réunir et je vais faire sortir de vous ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un peu l'esprit de la maïeutique et du coaching qui nous ramène au troisième point quand on parle du leader. Au-delà du fait d'être compétent, d'être à l'écoute, de tout ça, c'est aussi celui qui sait mener les équipes, qui sait motiver ses troupes. Et, il leur donne en fait cette impulsion qui va leur donner l'envie d'aller toujours en avant, toujours réaliser des objectifs et qu'est-ce que je peux faire encore de mieux. Alors, il n'y a pas besoin d'être derrière le dos de ces équipes pour les faire travailler. Alors, est-ce que ça, c'est une carte postale? Presque, oui. Ou c'est une réalité où ça existe? Alors, c'est une carte postale, oui. Peut-être il y a certaines... on va dire que là, c'est l'idéal. C'est ça. C'est l'idéal, c'est la perfection. Et puis, pour chaque manager, chaque responsable, on essaie de tendre vers cette perfection. Pour y arriver, il faut aussi apprendre à faire l'effet miroir. Se regarder de temps en temps et se dire, qu'est-ce que je ne fais pas pour être un bon chef? Le bon chef, ce n'est pas celui toujours qui va être là pour dire, la faute vient des autres. C'est moi aussi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et quand je rentre dans ce mouvement-là en fait, de développement continu, je suis dans l'amélioration et je tire aussi mes équipes vers l'amélioration, jusqu'à tendre vers, mais on n'y arrivera jamais. Alors, est-ce que c'est une question de personnalité aussi ou de formation? Surtout personnalité. La formation, elle peut nous amener un des points essentiels pour le chef qui est la compétence. Après, un leader, alors il y a la deux bienveillance, écoles. par exemple. Tout à l'heure, on parlait de bienveillance. Est-ce que la bienveillance est innée? On ne peut pas apprendre à devenir bienveillant. On l'est ou on ne l'est pas, en quelque sorte. En fait, on peut apprendre dans le sens où on va comprendre pourquoi être bienveillant est important. Oui. Et à ce moment-là, on peut changer d'attitude. Voilà, mais est-ce qu'on va ressentir... la bienveillance, elle sort presque du cœur. C'est une émotion, c'est un sentiment. Exactement. Alors, comprendre est une chose, ressentir, c'est différent. Alors, quand on comprend, c'est dans le sens où je vais comprendre que je ne suis pas le centre du monde. Que pour y arriver, je ne suis pas seule. Je suis avec les autres. Je dois me mettre à la place des autres. C'est aussi cette notion d'empathie, de pouvoir me mettre à la place de l'autre, ressentir ce qu'il ressent, ses difficultés, et pouvoir me dire à un moment donné, si j'étais à sa place, comment j'aurais aimé que mon patron se comporte avec moi. Et à ce moment-là, si j'ai compris cette notion-là et que je l'ai bien assimilée, je peux devenir bienveillant. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la notion, la perception de la position de chef va de pair dans la tête des gens avec cette notion de bienveillance, me mettre à la place d'eux? Est-ce qu'aujourd'hui, nos chefs se mettent à la place de leurs collaborateurs? C'est peut-être pas le cas de nos chefs et nos responsables. Et, quand vous dites nous, c'est-à-dire au Maroc? Au Maroc. En Afrique, de façon générale. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de formations dans les entreprises, on nous demande au fait de faire des formations de management, mais plus dans le relationnel. D'ailleurs, il y a même eu une tendance en Europe et aux États-Unis où on parlait d'écologie humaine. C'est d'être vraiment... On n'est plus dans le chef compétent qui va juste se concentrer sur ce qu'il sait faire en termes de compétences techniques, mais il y a aussi, au fait, c'est le savoir-faire. Mais il faut développer le savoir-être et le savoir-vivre. Et si on n'a que les compétences techniques, ça ne nous servira à rien. À un moment donné, on arrive à un point où on sent qu'on est arrivé à un point de piteurisé, quoi. On n'arrive plus à évoluer. Par contre, quand on a ces attitudes relationnelles, qu'on a cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir l'amener, de pouvoir le motiver, c'est là où ça constitue un chef. D'ailleurs, dans les recrutements des responsables, très rarement qu'on va regarder les compétences techniques. On voit d'abord les compétences humaines. De plus en plus. Beaucoup aujourd'hui, surtout à un certain niveau de responsabilité, et peut-être que vous pourrez en témoigner, mais c'est beaucoup plus le relationnel, c'est beaucoup plus l'humain, c'est beaucoup plus notre capacité à être dans la motivation des autres, d'être dans la vision stratégique globale et aussi dans la négociation et la dynamique de groupe. Mais merci de lui poser la question parce que je m'apprêtais à le faire justement, Sarah. Justement, il y avait des mots qui m'ont marqué pendant le reportage. C'est le mot crédibilité, il y a la proximité aussi, il y a eu la bienveillance. Et donc effectivement, moi je pense que maintenant il y a un mot à chaque fois qui me revient quand on parle de management, c'est l'intelligence sociale.
C'est plus que le bagage autre, mais c'est une intelligence sociale qu'on commence à développer et qui fait avancer les choses, je pense. Et cette proximité par rapport à l'équipe est très importante aussi. Quand vous êtes proche de l'équipe, vous arrivez à comprendre les difficultés et donc trouver les solutions en groupe sont souvent les solutions les plus efficaces. Après, je pense que le mode de management aussi impacte ce sentiment d'appartenance que vous pouvez développer au sein d'une équipe. Si l'équipe est à l'aise avec son manager, il y a un sentiment d'appartenance qui s'installe d'une manière très naturelle et qui impacte la productivité de l'équipe. Donc, justement, on est orienté vers des valeurs beaucoup plus humaines que techniques. Mais je crois que quand on est un jeune chef comme vous, c'est plus facile à adopter ce genre de références et ce genre de valeurs. Parce que, on va dire, vous êtes un chef du 21e siècle. Donc, vous en pensez quoi, Hanan ? Oui, après, ce sont aussi des préjugés. Dire que les anciens vont avoir du mal à changer parce que... Je n'étais pas dans le jugement. Non, je disais dans l'absolu. C'est ça. Si on dit, par exemple, que les anciens, en fait, peut-être oui, parce qu'ils étaient plus dans cette notion de chef qui devait être compétent. On valorisait la compétence technique. Valorisé, on l'a vu dans le reportage, le spécialiste disait également, dans les années 80, le chef devait avoir une autre casquette. Voilà la casquette du chef. Il devait être carré, froid, rigoureux. Et autoritaire, c'est un peu militaire aussi. Et puis surtout, il devait être très compétent et très technique. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et comme vous disiez, c'est plus la compétence relationnelle et émotionnelle, où aujourd'hui, on va aller plus vers un chef qui a une bonne intelligence émotionnelle et relationnelle qu'une intelligence technique par rapport à son métier, où là, il peut faire appel à des experts. Jihan, vous êtes... Vous n'êtes pas, on va dire, dans une grosse entreprise. Je travaille toute seule. Vous travaillez toute seule, exactement. Donc, c'est un petit peu relatif pour vous, ce sujet. Mais le relationnel reste très important, même quand on travaille seul. Alors, l'aspect relationnel que moi j'ai dans mon travail, c'est surtout avec les patients. C'est ça. Après, certainement, quand je vais dans un établissement de soins comme une clinique, où là, c'est très important d'avoir une proximité avec le personnel soignant, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, qui sont plus au contact du patient que moi-même. Donc, c'est vrai que le fait de simplifier son langage, d'être plus proche, de savoir vraiment de développer ce côté relationnel-là, non seulement on va profiter à la structure, mais aussi aux patients. Et donc, nous, on va pouvoir donner un soin qui va être beaucoup plus adapté à la personne. Dans un environnement plus serein. Voilà. Alors, on a les questions des téléspectateurs. On y va pour la première. Nous avons une jeune femme qui vous dit, Hanan, comment réussir à faire une remarque à son patron lorsque celui-ci a tort ? C'est un sujet. Tout un sujet. Tout un sujet, exactement. Après, il y a toujours... alors, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est dans la communication interpersonnelle et la communication non violente, il faut toujours éviter le « tu » qui tue. Donc, quand on a besoin d'aller voir son patron pour lui dire qu'il y a quelque chose qui va mal, je commence ma phrase par « je ». Donc, après, c'est « j'ai eu du mal à comprendre tel ou tel aspect. À partir du moment que vous avez donné cette consigne, j'ai eu du mal à la mettre en application. Je me suis sentie mal à l'aise quand vous m'avez parlé de cette façon devant les autres. » Et en fait, ça permet juste de ramener la situation à moi et je ne suis pas dans le doigt accusateur par rapport à mon patron. Et ça peut aider. Il y a l'art et la manière de dire les choses. Mais en général, on peut tout dire. Ça relativise absolument, comme disait Sarah. Alors, une autre question. Un bon chef est-il nécessairement un gentil chef ? Pas obligatoirement. Mais un peu quand même. Alors, dans le sens, en fait, ça dépend de gentillesse. Si on le dit gentil, c'est dans le sens qu'il fait tout passer, qu'il ne revient jamais sur des décisions, ou il n'est pas là à regarder si on a réalisé ou pas réalisé nos objectifs. À ce moment-là, on oublie qu'il est bon ou pas parce qu'on se dit qu'il est absent. Si, il est absent. Voilà. Par contre, la gentillesse, au fait, c'est dans le sens où il va trouver toujours l'art de nous faire passer des messages, de nous accompagner, même quand il va nous dire que quelque chose, ça n'a pas été bien fait, il ne va pas venir pour nous gronder ou devant tout le monde pour nous ridiculiser, mais il aura cette façon de faire qui va nous pousser à faire mieux la prochaine fois et non pas à se sentir humilié par notre chef. Si c'est ça pour elle de dire gentil, oui,
À ce moment-là, oui. C'est un gentil et bon chef. Merci, Exact. merci chef. Merci chef Hanan. Alors Hanan Oubidal, vous êtes coach d'entreprise. Merci beaucoup de nous avoir dressé le portrait robot du bon chef. Et un bon chef, on dit chef, hein, même pour une femme on dit ça, Sarah. Ça fait court. Ça fait court, exactement. Et, vous êtes la toute jeune DIRCOM de Banque El Maghreb. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. On va en parler avec vous juste après une courte pause. Et puis aussi pour toutes les personnes qui ne mangent pas chez elles entre midi et 2, qui sont obligées de faire journée continue, comment avoir un repas équilibré lorsqu'on ne rentre pas chez soi. On en parle avec vous. Jihen Andy, vous êtes nutritionniste. Merci à toutes et à tous. On revient à tout de suite. Merci d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur le plateau d'On se dit tout et on se dit beaucoup de choses aujourd'hui sur le monde de l'entreprise. Entre être un bon chef, eh bien, le portrait robot, on l'a dressé avec notre coach, notre chef coach Hanan Oubidal, coach d'entreprise. Alimentation, journée continue, comment réussir à avoir un repas équilibré. On en parle dans un petit moment avec Jihen Andy, elle est nutritionniste. Mais tout de suite, eh bien, place à notre femme inspirante de la semaine. Elle s'appelle Sarah Belkacmi. Sarah Belkacmi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la toute jeune DIRCOM de Banque El Maghreb. Alors, avant de commencer la discussion avec vous, voir comment, à cet âge-là, vous êtes une jeune femme, jeune maman, vous êtes arrivée à ce prestigieux poste. D'abord, un petit reportage que nos équipes ont réalisé avec vous à l'extérieur. On vous regarde et on revient en plateau. Toujours passionnée par l'univers de la communication, des relations publiques et des médias, à 18 ans, Sarah rédigeait déjà des articles sur la société en langue arabe. Un de ces articles, sélectionné à l'époque par les Nations Unies, lui a permis de participer au Congrès mondial des jeunes à Hawaï et en Bulgarie et d'assister au Parlement européen des jeunes en France. Sarah a fait de cette passion un choix de vie. Après une licence à l'université Al-Akhawayn, elle intègre le domaine du conseil en agence avant d'orienter sa carrière vers des postes plus institutionnels dans le domaine de la communication. Avant de rejoindre l'équipe de communication de Banque El Maghreb en 2008, Sarah a occupé le poste de conseillère au Haut Commissariat au Plan, une entame de carrière importante en communication institutionnelle qui lui a permis de se familiariser avec cet environnement. En 2015, Sarah est l'une des 5 Marocains à être sélectionnés par le gouvernement britannique pour obtenir une bourse lui permettant de poursuivre ses études à Londres. Une expérience qui l'a menée en dehors de sa zone de confort vers de nouveaux challenges enrichissants sur les plans émotionnels, personnels et académiques. Parallèlement, une belle aventure a commencé au sein du département de la communication de la banque. Sarah est depuis juillet 2017 directrice de la communication au sein de la Banque centrale. Mère de 2 enfants, Sarah privilégie toujours les relations humaines. Pour elle, la communication relève du bon sens. Sarah capitalise sur les expériences de la vie pour faire ressortir ce qui est de mieux en elle. J'aime beaucoup cette dernière photo en tenue marocaine. Ben, merci. Entre tradition et modernité, Sarah Belkacmi. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un beau parcours, justement. Vous avez connu le monde de la communication institutionnelle. Est-ce que c'est un monde quand même qui reste fermé? Est-ce que c'est un monde rigide? Alors, la communication institutionnelle, c'est une communication spécifique à des institutions. C'est vrai qu'elle a ses règles, son contexte. Mais en même temps, elle est obligée de suivre les tendances nationales et internationales en matière de communication. Je vous donne un exemple. Par exemple, maintenant, les réseaux sociaux, c'est un monde ouvert qui est très viral, où l'information circule d'une manière impressionnante. Et donc, il faut s'adapter à ce nouveau contexte. Il y a aussi tout ce qui est veille informationnelle, ça se développe. On a besoin de suivre l'information pour pouvoir réagir au bon moment. Il y a aussi tout ce qui est visuel, qui se développe de jour en jour. La presse électronique qui se développe. Donc, c'est un monde maintenant qu'on voit se développer chaque jour. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez, entre autres, ce poste, parce qu'on se dit, pour être DIRCOM d'une institution, il faut avoir un certain âge. Mais sauf que vous dites aujourd'hui, la communication change, la communication devient... les moyens de communication sont complètement différents. Et donc, est-ce qu'il fallait du sang neuf, un nouveau souffle pour mener tout ça ?
Alors, quand il y a une gouvernance qui encourage ça, c'est déjà très bien. Et après, le facteur d'âge devient de moins en moins important. On commence à combattre les préjugés de l'âge. Il faut remplir sa mission. Mais j'admets que des fois, pour un jeune manager, c'est beaucoup plus difficile de faire sa place et de montrer ce qu'il sait faire qu'un manager qui a déjà plusieurs années d'expérience derrière lui. Mais effectivement, la communication est un domaine très dynamique. Et donc, c'est des évolutions de chaque jour et il faut pouvoir suivre cette évolution. Alors, justement, en parlant de bons chefs et en parlant de challenge, est-ce que vos équipes vous challengent parfois ? Tout à fait, parce que maintenant, la communication, déjà, par définition, c'est un échange. Et ce que disait Hanan tout à l'heure, on commence à fonctionner par mode projet. Et le mode projet ne peut pas être rigide. On est obligé d'être dans une dynamique d'échange, de partage. Et des fois, c'est bien d'avoir, au contraire, des collaborateurs qui puissent alerter quand il faut. Si on a un environnement qui est rigide, automatiquement, on aura un collaborateur qui va garder l'information parce qu'il a peur de l'exprimer ou il a peur de... Alors que ce mode projet, justement, nécessite ce brainstorming collectif, cette énergie collective. Alors, il y a quelques années, avant d'occuper ce poste de DIRCOM à Banque Le Maghreb, vous avez reçu une bourse pour continuer vos études. Vous êtes partie en Angleterre pour un 3e cycle. Vous étiez déjà mariée et maman de votre premier enfant. Est-ce que ce n'était pas un peu compliqué de laisser la famille? Normalement, on dit laisser femme et enfant. Vous avez laissé homme et enfant à la maison. Alors, c'est vrai que des fois, cette double casquette vie pro, vie perso, c'est compliqué justement et on en parle beaucoup. Je pense que c'est une question d'organisation. J'ai tendance à vivre avec beaucoup de to-do list, beaucoup de mémos. Après cette expérience de Londres ou l'expérience de ma vie professionnelle, je trouve qu'une femme qui est engagée sur le plan professionnel transmet indirectement des valeurs à ses enfants, des valeurs qui sont en relation avec la persévérance, le travail, la motivation. Et moi, durant tout ce parcours, l'objectif, c'est d'être justement inspirante pour mes enfants. Et ça rentre dans le cadre de l'éducation. Je vous donne un exemple pour la bourse de Chevening du gouvernement britannique. C'était une année où il fallait faire beaucoup de va-et-vient entre Rabat et Londres pour justement gérer ma vie personnelle. Et à pendant l'année d'études. Exactement. Et à chaque fois, mon fils me posait des questions. Donc, je l'ai ramené à l'université là où j'étais. Il est resté avec moi un moment. Et donc, je lui ai expliqué que maman est revenue à l'école pour apprendre de nouvelles choses. Et elle commence à faire ses devoirs. Et il m'a vu faire mes devoirs. Et finalement, c'était une expérience qui m'a marquée moi personnellement. Mais mon fils aussi a été enrichi par cette expérience. Tout ça pour vous dire que cette double casquette joue des fois... c'est pas une perte de temps. Mais justement, les enfants s'inspirent de cet exemple. Un enfant qui va grandir dans une famille où il va voir le père encourager la mère à travailler, à faire des études, et où il voit une mère dynamique, c'est forcément... probablement un citoyen qui sera convaincu par ce scénario de vie. Complètement, absolument. Et comme vous le dites, il voit aussi un père qui encourage sa femme. Et ça aussi, c'est important. Le partenaire de vie est important pour la construction d'une carrière. Que l'on soit un homme ou une femme. Parfaitement. Complètement. Parce que même un homme, s'il rentre chez lui et que ça se passe mal avec sa femme, ça peut le freiner dans sa carrière. Une femme, c'est exactement la même chose. À 100%. On dit souvent, c'est surtout pour la femme que c'est important que le mari soit derrière, mais moi je pense que même pour un homme, c'est important que la femme soit derrière. Exact. Parce que la sérénité est importante pour les deux. C'est dans les deux sens. Donc le partenaire de vie joue son rôle aussi de partenaire. C'est une occasion d'ailleurs pour le remercier. Alors, justement, Hanan, un petit mot par rapport au parcours de Sarah? Moi, je dis bravo. C'est toujours impressionnant en fait, de voir des femmes qui ont réussi à faire des parcours exceptionnels, et surtout chez nous. Après, c'est vrai, en fait, je vous rejoins tout à l'heure quand vous avez parlé de l'expérience avec votre enfant. J'ai vécu un peu la même chose et mon fils, au fait, il regardait mes notes. Il me disait, quand je lui disais, montre-moi tes notes, il me disait, montre-moi les tiennes d'abord. C'est ça. Et il comparait, j'ai eu mieux que toi. C'est ça. Non, mais c'est bien parce que pour les enfants ont l'impression que
qu'à partir d'un certain âge, on arrête les études. Moi, ma fille m'a posé la question dernièrement. Maman, à quel âge on arrête l'école? Je dis, on n'arrête jamais. Voilà. Plus maintenant. Moi, mes enfants, ils me disent, maman, quand est-ce que tu vas arrêter? C'est ça. Donc, constamment sur les bancs. Sur les bancs de l'école. C'est important. C'est important parce que, surtout, la vie actuelle, et je pense que ce n'est pas seulement dans la com, c'est dans tous les métiers, ça évolue très vite. Et si on ne revient pas, en fait, et on ne se remet pas un peu en question pour se dire qu'est-ce que je ne sais pas, où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je fais, dès qu'on a cette réflexion, on revient sur les bancs de l'école. Jihan, vous la trouvez inspirante, notre Sarah? Oui, beaucoup. D'ailleurs, le reportage avait la chair de poule. C'est vrai? Et donc, bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai eu l'exemple de ma maman qui n'a toujours pas arrêté de ses études. Donc, en fait, elle est toujours en formation continue. Et quand j'étais enfant, pareil, je la voyais partir. Elle faisait ses études, elle revenait en week-end, elle repartait. Donc, moi, j'ai grandi avec l'idée que les études, ça ne s'arrêtait jamais. Et ça vous va très bien? Et ça me va très bien. Ça ne vous a pas marqué? Voilà, vous êtes l'exemple de l'enfant qui a grandi comme ça. Ça donne quoi en adulte? En fait, ça encourage. On se dit qu'en fait, il n'y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut à n'importe quel âge. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Des études à venir, Sarah? Ou c'est bon, là? Maman a fini. Là, c'est bon. Avec 2 garçons. Avec 2 garçons. Félicitations pour l'arrivée du petit. Merci. On va sur les questions des téléspectateurs. Nous avons Alia qui nous dit, est-ce facile d'évoluer dans un milieu où les hommes sont plus présents? Alors, le plus important pour moi, dans ce milieu-là, c'est de s'inscrire toujours dans une dynamique d'amélioration, d'essayer toujours de mieux faire par rapport à ce qu'on a fait avant. Et donc, et cette dynamique d'amélioration, moi je pense que cette notion d'amélioration est importante. Ne pas avoir peur du changement, même dans un milieu où il y a des hommes. Justement, c'est en sortant de cette zone de confort là où on est installé qu'on peut découvrir des choses intéressantes. Et au contraire, moi je trouve un milieu où il y a des hommes, il y a toujours une collaboration enrichissante. Moi je trouve que l'échange, à chaque fois qu'il y a une différence d'âge ou de genre, il y a toujours une richesse quelque part. Donc au contraire, c'est vrai que la communication est un métier plutôt femme. Dans mon équipe, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais ça n'a jamais été une question... Vous êtes la plus jeune de votre équipe? Oui. Oui. Non, il y a des chargés de communication beaucoup plus jeunes. Mais je suis parmi les plus jeunes. Les plus jeunes. Zoubida, 34 ans, qui vous dit, votre vie personnelle n'est-elle pas affectée par cette nomination? Non, pas vraiment. Pas affectée par cette nomination parce que des fois, est-ce qu'elle parle du mari, de la relation en général, je pense que c'est ce qui est sous-entendu. Alors quand vous avez un partenaire qui a assez de confiance en lui, je ne pense pas que ça devrait poser de problème. Une nomination, il faut toujours savoir équilibrer entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Et après, pour ce plan de carrière, il faut justement ne pas avoir beaucoup de plans, mais justement vivre chaque étape sereinement et alimenter chaque phase de la vie professionnelle. Et ça prendra le temps que ça prendra. Ça vous mènera là où vous devez être. Et pour moi, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas... Vous ne vous êtes pas dit, à tel âge, je serai DIRCOM? Ah, surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que pour moi, déjà, le plan de carrière commence par le choix des études qu'on aime. Donc il faut d'abord choisir les études qu'on aime. J'ai toujours été attirée par le monde des relations publiques, de la communication. C'est dynamique, ça me ressemble. Et par la suite, il faut choisir la vie professionnelle qui intègre cette passion. Donc le plan de carrière commence, à mon avis, par une passion. Et une fois qu'on a cette passion, c'est des phases. Et durant ces phases, il faut donner, être généreux dans ce qu'on fait, faire le maximum qu'on peut et s'améliorer. Et après, tout vient naturellement. Et à chaque phase, elle est enrichie par une autre phase. Et c'est un processus. Et en fait, vous n'avez jamais été dans la course des titres. Si on vous entend maintenant, vous n'avez jamais cherché... Non. La course d'éthique, elle peut être... Des titres. La course des titres peut être très dangereuse pour la personne et pour l'environnement. Non, ça peut être toxique. Ça peut être toxique. Non. Donc, on ne va pas vous demander ce que vous voulez être dans 10 ans. Dans 10 ans, donc non. Je n'aime pas rentrer dans cette imagination-là. Mais par contre, j'aimerais m'inscrire dans cette dynamique d'amélioration à chaque fois, faire quelque chose de nouveau. Il y a une question
qui est très intéressante, c'est à chaque fois se poser, c'est pour quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Et il faut se poser cette question. Et quand on voit que la dernière fois où on a fait quelque chose pour la première fois est très loin dans l'espace du temps, ça veut dire qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose de nouveau, parce que cette notion de nouveauté est importante dans la vie. Et je suis plutôt intéressée par cette notion de nouveauté. C'est votre premier plateau télé ? Oui. Eh ben voilà, donc on a la réponse. Merci beaucoup, Sarah Belkacemi, notre toute jeune directrice com de Banque Le Maghreb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Voilà, des jeunes femmes marocaines qui s'inscrivent dans une dynamique professionnelle, personnelle, un nouveau souffle, un nouveau regard. Vous nous avez démontré qu'une jeune femme, une jeune maman peut aller reprendre ses études, revenir construire petit à petit sa carrière dans sa sérénité, en accord avec son partenaire de vie et en donnant aussi un bon modèle, être une bonne source d'inspiration pour son entourage et pour ses enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, vous nous l'avez dit en début d'émission, il vous arrive souvent de passer la journée au boulot, de ne pas rentrer à la maison entre midi et 2, de manger au travail. Quand on mange au boulot et comment on peut avoir une alimentation équilibrée malgré tout, eh bien, c'est votre affaire à vous, Jihan Andy. Vous êtes nutritionniste, à tout de suite. Allez, on y va. Donc, on vous retrouve tout de suite, Jihan Andy. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous. Vous êtes nutritionniste. On va voir, avant d'avoir les réponses, comment les gens s'en sortent au quotidien. On regarde. La vérité, je ne mange pas équilibré. J'essaye, mais ce n'est pas évident. Généralement, quand j'essaye de manger équilibré, soit je commande, sinon je ramène avec moi mon repas directement. Je mange que dans les snacks, alors équilibré, je ne sais pas si c'est vraiment équilibré. Manger équilibré au travail entre midi et 2, c'est un peu difficile, sauf si on prépare des déjeuners qu'on peut emporter avec nous au travail, mais en général, c'est très très difficile de manger équilibré. Alors quand je rentre pas entre midi et 2 pour déjeuner chez moi, je me fais souvent livrer des salades assez healthy, à base de légumes verts, saumon. J'essaie toujours de manger très sain et de ne pas manger de la junk food. En fait, chacun fait comme il peut, hein, finalement. La plupart commandent, mais quand d'autres arrivent à s'en sortir. Alors, pour ceux qui n'ont pas de cantine, comment on fait pour manger équilibré ? Alors d'abord, moi je pense qu'il est très important de définir déjà ce que c'est que manger équilibré, parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes pensent que c'est manger des légumes, vapeur et du poisson blanc ou alors de la dinde ou du poulet, alors que pas du tout. En fait, c'est tout simple pour que ce soit très banalisé. Pour manger équilibré, il faut juste couvrir les besoins de l'organisme. Et comme la nature n'a pas inventé un aliment qui contient tous les macros et micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, donc il faut avoir une alimentation qui soit diversifiée et variée. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je vois le petit cercle avec les différents groupes d'aliments. Donc il faut avoir des protéines, des féculents, des légumes et un fruit à chaque repas. Protéines, légumes, féculents. Mais attendez, protéines, maintenant le mode de cuisson est important. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, non. On ne va pas manger des fritures toute la journée, ou alors plusieurs fois par semaine, mais une fois par semaine, une fois par quinzaine ou une fois par mois, suivant les habitudes alimentaires de chacun, ne feront pas de mal à la personne du moment où ça s'inscrit dans un équilibre journalier, voire même sur la semaine. D'ailleurs, on a même du chocolat et des bonbons ici. Oui, c'est pas interdit. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Ça vous choque pas? Pas du tout. Super, on l'adore, notre nutritionniste. Non, moi je dis toujours, il faut garder la notion du plaisir. Petite part, Petite part, voilà, exactement. En fait, il faut garder la notion du plaisir, c'est même fondamental, mais avec modération, il ne faut pas en abuser. Ok, dans ce cas-là, sandwich, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais après, ça dépend du sandwich. Si c'est un sandwich, il faut bien choisir son pain, il faut que ce soit du pain complet de préférence, il faut éviter tout ce qui est pain blanc, pain viennois et compagnie. Ouais. Et puis aussi, comme je vous ai dit, il faut toujours penser groupe d'aliments. Protéines, donc on va choisir soit du thon pour le poisson, ou alors par exemple du poulet, de la dinde, de la viande hachée, ce qu'on veut, avoir notre protéine, et des légumes. Une laitue, un peu de laitue, pardon, de la tomate, oignon, ce qu'on veut. Et en fait, il faut juste faire attention à ne pas abuser des sauces industrielles. Okay. Tout ce qui est mayonnaise, ketchup, etc.
Mais voilà, un sandwich à chaque repas de midi, ça ne fait pas beaucoup en termes de féculents pour le pain? Alors, justement, c'est pour ça que je vous ai dit que la notion d'équilibre se fait sur la journée. Si on sait qu'on va manger un sandwich le midi, on va manger moins de pain le matin, on va faire attention à équilibrer le soir aussi, à manger un peu plus léger, de manière à avoir un équilibre, un apport, on va dire une répartition glucidique qui soit adaptée à notre apport. Si on a plus de féculents qu'il ne faut, bah forcément, cet excédent de sucre va être stocké. Alors, vous avez aussi des personnes qui font un repas de fruits à midi en se disant, bon ben, je cale la faim et en rentrant, je mangerai plus tôt. Est-ce que c'est une bonne chose, un repas de fruits, que des fruits? Pas vraiment. Moi, je ne le conseille pas trop. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on parlait de raisins tout à l'heure, donc je disais, les fruits, c'est sucré. Ouais. C'est du bon sucre. Il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup de fibres. C'est excellent pour la santé, du moment où on n'en mange pas en excès. Donc, toute chose qui est consommée avec modération est bonne. Dès qu'on commence à consommer en excès, donc cet excédent de sucre, au bout d'un moment, quand le corps ne l'utilise pas, il va aller où? Il va être stocké en graisse. D'accord. Et en plus, donc à ce moment-là, la personne, elle va rentrer chez elle, elle va se dire, bon, bah, j'ai mangé que des fruits le midi, donc je peux me permettre de manger un peu plus. Alors que voilà, déjà qu'on a un surplus de sucre, si on se met à avoir plus un excédent de graisse ou en sucre. Donc ça veut dire que tout ça, ça va amener à avoir une surcharge pondérale sur le long terme. Donc finalement, on se retrouve à presque s'affamer pour rien, parce que si on compense par des fruits, les fruits, trop de fruits, c'est trop de sucre, trop de sucre, c'est du gras. Exactement. C'est pas sympa tout ça. Voilà. Donc en fait, l'idéal, en fait, moi je pense qu'il y a 3 options. La première, et c'est la meilleure, celle que je conseille le plus, c'est d'amener à manger de la maison. Après, il ne faut pas que ce soit forcément un repas très élaboré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut juste penser groupe d'aliments. On peut prendre les restes de la veille, par exemple, faire des protéines, des féculents si on n'a pas du riz, des pâtes ou du quinoa, ou peu importe le féculent qu'on choisit, ou alors des légumes secs préparés. On prend un bout de pain complet avec des légumes. Ça peut être une salade, ça peut être une soupe, ça peut être un tagine même de légumes avec moins de graisse, moins de sel, etc. Donc il faut juste qu'il y ait les composantes, les bonnes composantes qui figurent dans le repas. Voilà. Ça, c'est pour la première solution. Deuxième? Ça, c'est la première option. La deuxième, ça s'adresse aux personnes qui finissent plutôt tôt, c'est-à-dire vers 15h, 15h30. Oui. À ce moment-là, ça sera une petite collation, un produit laitier, un fruit, histoire de calmer la faim pour ne pas se ruer sur la nourriture à 15h. Donc à ce moment-là, manger, déjeuner, vraiment prendre un bon déjeuner à 15h, 15h30 et prendre une collation avant. La troisième option, en fait, c'est celle que je conseille le moins, mais qui peut aider dans le cas où on n'a pas d'autre alternative, c'est de manger à l'extérieur. Moi, je conseille surtout d'éviter les salades, après, ça dépend des salades. D'accord. Mais généralement, les salades, quand on met beaucoup de sauce et qu'on prend de la salade avec beaucoup de fromage, de charcuterie, on pense qu'on mange diète, mais pas du tout. Surtout qu'en rentrant, en gardant la même logique, on s'est dit, on n'a pas assez mangé, j'ai mangé qu'une petite salade, donc je peux me permettre de manger plus. Faux, parce que forcément, voilà, on va stocker un peu plus. Donc là, il faut juste garder en tête et être conscient de ce qu'on mange et adapter sur la journée. Et c'est pas parce que c'est vert que c'est forcément sain. Il faut juste éviter les sauces. Voilà, c'est surtout les sauces qui posent problème. Alors, vous avez une question directement, Sarah? Vous avez une nutritionniste à côté de vous? Il faut en profiter. Moi, généralement, pendant la journée, l'alimentation est toujours impactée par le niveau de stress du travail. Si j'ai une journée assez light en termes de travail, j'ai tendance à prendre mon temps pour le repas. Et si je suis vraiment stressée, ça sera... Sur le pouce. Exact. Ça joue beaucoup. Carrément zappé le repas. Ça joue beaucoup. Il y a des personnes qui mangent en même temps, mais en travaillant sur le dernier dossier au bureau, mais ne ressentent pas vraiment, ne font pas attention à ce qu'elles mangent. Elles mangent de manière inconsciente. Exact. Elles ont l'impression, 2 heures après, de n'avoir rien mangé, parce qu'elles n'ont pas, outre le côté physiologique, en fait, on n'a pas cette satisfaction psychologique. Donc, on va chercher à grignoter, à prendre un bonbon, un biscuit, un petit dessert. Donc, on n'a pas vraiment, on ne se sent pas full, comme on dit, on n'est pas rempli. C'est ça, parce qu'on n'a pas pris conscience du repas, en fait. Et la notion du plaisir, de la satisfaction psychologique est très, très importante lors de la prise de repas. C'est pour ça qu'on conseille de manger au calme et pas en travaillant ou en parlant ou alors en regardant la télé. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien manger, de bien mastiquer, parce que le stress aussi, non seulement joue au niveau de la prise de repas, mais au niveau de la digestion. Quand on mange hyper rapidement, qu'on ne fait pas attention à si on mâche suffisamment, en fait, la digestion, elle commence dans la bouche.
avec les dents. On a des enzymes dans la salive qui prédigèrent les aliments. Quand on ne prend pas le temps de bien mâcher et mastiquer ces aliments, l'estomac il va fournir plus d'efforts pour brasser ces aliments-là. Et donc, on va se retrouver à avoir des problèmes gastriques, des reflux acides, etc. Et puis, surtout au niveau des intestins, là, on va avoir une fermentation, donc des ballonnements, des inconforts digestifs, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc, finalement, manger équilibré, enfin, quand on ne rentre pas chez soi, non seulement il faut manger équilibré, mais manger dans le calme, même quand on n'est pas à la maison. Voilà, c'est ça. C'est important. Hannah, une petite question ? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes dans ce que... Là, je suis dans la culpabilité de ce que je fais. Je me disais bien, elle réfléchit trop. Il se passe quelque chose. Alors, j'ai juste oublié de mentionner une erreur qu'on a tendance à faire beaucoup, surtout pour les enfants, c'est de manger en double. Surtout quand il y a la cantine des fois, ou alors même quand on leur donne à manger. Ils mangent à l'école et une fois qu'ils rentrent à la maison, on leur redonne à manger. Pas bon. À ce moment-là, il faut juste donner une petite collation. Pour attendre le dîner, il faut dîner tôt, en revanche. Comme ça, on n'affame pas les petits, même les grands d'ailleurs. Sinon, on aura tendance à plus grignoter en attendant le dîner, parce qu'on a faim, ce qui est normal. Ou alors, si on résiste pour les plus courageux, on aura tendance à manger en plus grande quantité lors de la prise de repas et ne pas avoir ce contrôle et aller plutôt vers des aliments plus gras, plus rassasiants. Voilà. Absolument. Mais on vous ramènera pour le dîner une autre fois. Merci beaucoup, Jeanne. On a des questions de téléspectateurs. On a Zineb qui nous dit de plus en plus de personnes mangent en moins de 20 minutes lors de la pause déjeuner pour finir plus tôt. Est-ce conseillé ? Non. Il faut prendre combien de temps ? 20 minutes. 20 minimum. Minimum, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut boire ces aliments. Il ne faut pas les gober en morceaux, mais il faut bien mastiquer. Et en fait, nous, généralement, on mange et on a la fourchette qui attend alors qu'on a déjà la bouche qui est pleine. Il faut faire attention à poser les couverts, manger lentement, respirer. Vous le faites, ça ? J'essaye. J'essaye, mais généralement, je prends suffisamment de temps pour bien manger. Donc, pour les gens qui mangent dans leur bureau, par exemple, il faut vraiment essayer de changer d'environnement pour avoir l'impression de faire une vraie pause. Non seulement juste pour manger, mais même aussi pour on va dire une pause aussi mentale. Parce que si on a l'impression de travailler toute la journée, c'est normal qu'on ait du mal à gérer son stress. C'est vrai. Autre question, Sarah qui nous dit « Manger équilibré est souvent plus cher. Comment faire pour trouver un compromis ?» Je ne suis pas vraiment d'accord. Ce qui coûte plus cher, c'est de manger à l'extérieur, c'est d'essayer de manger sain à l'extérieur. Bon, là, on a l'avantage de vivre au Maroc. Les fruits et légumes, on en trouve partout. Donc, on peut très bien acheter un peu de riz, par exemple, un blanc de poulet, des légumes, faire des légumes sautés. Ça ne prend ni beaucoup de temps, ni ça ne nécessite pas un gros budget, on va dire. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez profité de cette heure d'émission ensemble, que vous avez partagé avec les téléspectateurs, mais aussi appris de nouvelles choses. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir toutes. Jehan Andine, nutritionniste, Hanan Obeidal, coach d'entreprise, et Sarah Belkacemi, notre jeune DIRCOM de Banque El Maghreb et femme inspirante de la semaine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Un grand merci à toute l'équipe, un peu partout, Tanger, Rabat, Casa, et bien sûr à vous, nos téléspectateurs. Au revoir.